Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre journal hebdomadaire. Voici les principaux titres de cette semaine. La grève à la collectivité continue. Plus de blocage des services ce matin, les négociations ont repris. On reviendra sur cette nouvelle semaine de mobilisation. Si ce jeudi vous avez reçu un message d'alerte de la préfecture, pas de panique, cela faisait partie d'un exercice. Et dans ce journal, nous ferons un détour par l'histoire sur les traces des premiers habitants de l'île de Saint-Martin. Et en fin de journal, le portrait de Théo Demanez, véritable prodige des sports de glisse. Et pour débuter ce JT, la campagne express des législatives a débuté lundi et s'achèvera dans une semaine. Nous sommes appelés aux urnes le 29 juin pour le premier tour et le 6 juillet pour le second tour. Pour les personnes absentes pendant le scrutin, il est toujours possible de donner une procuration. Pour cela, il vous suffit de vous rendre à la gendarmerie. Pour ces élections législatives, 8 candidats et leurs suppléants, dont le député sortant Frans Gums et l'élu territorial de l'opposition Philippe Philidor. Nous vous proposerons dès mardi soir à 19 h un programme spécial pour connaître l'ensemble des candidats. La grève à la collectivité est toujours d'actualité. Il y a une semaine, le mouvement s'est durci avec la demande de départ du DGS. Un départ acté mercredi. Les négociations ont pu reprendre hier matin et les services ne sont plus bloqués par les grévistes, mais continuent de fonctionner au ralenti. Récit d'une nouvelle semaine de grève. Lundi matin, une grande tente est installée devant la collectivité. Signe que les grévistes comptent bien rester aussi longtemps que nécessaire. L'accès à l'hôtel de la collectivité est bloqué. Les 3 syndicats porte-parole du mouvement réunissent les agents présents pour leur faire un point d'étape. Leur mot d'ordre est toujours le même. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord la plateforme de 10 points que nous souhaitons reprendre les négociations dessus parce qu'il est important pour nous de finir cette plateforme. Elle a été construite par rapport à un certain nombre de constats et on veut retourner sur une table de négociation pour la terminer. Et on se demande pourquoi eux refusent. Et par contre, l'une des conditions aujourd'hui, c'est qu'on a rajouté, comme on a dit donc depuis jeudi, le départ du DGS, puisqu'aujourd'hui, il ne nous sert pas à grand-chose sur la table pour pouvoir négocier. Après une première journée de blocage vendredi dernier, ce matin, ils attendent le retour du président. Alors ce matin, on est toujours en statu quo depuis jeudi, donc on a augmenté effectivement la pression. Le président est rentré, puisqu'apparemment il est en déplacement, il est rentré samedi. On sait qu'il y a eu une réunion de crise très certainement. Et à l'heure où nous sommes en train de causer, il est pratiquement 11 h. Personne n'est toujours pas venu nous voir. Par contre, le président s'est autorisé à aller sur les ondes pour nous porter des réponses. Donc, je pense que c'est la nouvelle plateforme, mais comme on n'a pas la règle du jeu, donc on n'en abuse pas, mais je pense que c'est la nouvelle plateforme qui s'autorise. C'est-à-dire que nous posons des questions ici et il va nous répondre sur les médias. On ne connaît pas ce concept. Donc, nous l'attendons devant la collectivité avec l'ensemble des collègues pour pouvoir faire avancer les choses. En début de semaine, plusieurs rencontres ont eu lieu avec le président de la collectivité. Et c'est finalement mercredi que le départ du directeur général des services a été acté, avec une reprise des négociations dès jeudi matin. On a donc repris les négociations hier, parce qu'en fait le point qui nous concernait effectivement c'était de travailler, de demander le départ du DGS. Et donc nous avons eu effectivement cette satisfaction, puisque ce monsieur quitte effectivement ses fonctions à partir d'aujourd'hui. Il y a un DGS par intérim qui a été nommé, qui vient du cabinet, et donc ça nous permet de reprendre déjà les travaux. Donc dès hier, nous avions rendez-vous avec sur la même configuration initiale depuis il y a 15 jours. Et donc on est reparti sur ça avec un certain nombre de discussions. Aujourd'hui, on doit reprendre les négociations sur toute la partie un peu organisationnelle des services de la collectivité. Et donc on va recevoir les DGA concernés pour qu'on puisse débattre et faire avancer ces points-là. Vendredi matin, les agents ont appris le décès de l'un de leurs collègues de l'état civil. La tristesse a envahi les grévistes. Une minute de silence a été observée en hommage à cet agent. La collectivité s'est exprimée sur ce sujet, notamment sur le départ du DGS, par le biais de sa 3e vice-présidente, Dominique Démocrite-Louisy. On l'écoute. Pour la paix sociale, pour éviter que la population ne soit prise en otage, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à faire toutes ces démarches. Nous sommes en fin d'année scolaire,
il faut que les services fonctionnent. Les négociations avancent bien. Là, nous sommes sur la fin, puisqu'on avait dit qu'il fallait aujourd'hui que tout soit terminé. Alors, quand je dis tout soit terminé, on a pris des accords pour certaines choses. Il y a des points qui vont être vus de manière légale, de voie légale. Et on se reverra, je l'espère, dans un contexte autre qu'une grève, pour discuter des points qui sont encore en suspens. Alors, certaines écoles sont ouvertes. Bon, aujourd'hui, à l'état civil, on a perdu un personnel, donc ce n'est pas ouvert, parce que les gens sont en train de digérer cette mauvaise nouvelle. Mais je pense que lundi matin, tout rentrera dans l'ordre au niveau des services de la collectivité. Jeudi, la préfecture a organisé un exercice grandeur nature en vue de la saison cyclonique. L'ensemble des services du territoire étaient mobilisés. Petite nouveauté, un message d'alerte du système national FR Alert. C'est un message que vous avez très certainement reçu sur votre téléphone. Un sigle rouge, l'intitulé FR Alert, suivi du mot exercice. Pas de panique, ce message faisait partie d'un scénario, l'arrivée d'un ouragan sur les îles du Nord. Pour la première fois cette année, nous allons utiliser l'application FR Alert. Donc FR Alert, c'est un automate de crise qui va diffuser sur les portables, chaque portable des Saint-Martinois et des Saint-Barth, un message d'alerte qui sera évidemment pour exercice. Les gens n'auront rien à faire, mais on va tester le dispositif grandeur nature sur l'ensemble de l'île. Jeudi matin, l'ensemble des services des secours, mais également EDF ou la SOR, étaient présents dans les locaux de la préfecture. Un scénario écrit par l'Université de Montpellier qui a animé l'exercice. L'ensemble des acteurs découvraient au fur et à mesure l'intrigue. On a un scénario qui a été préparé avec l'Université de Montpellier, un scénario qu'on ne connaît pas. On le découvre au fur et à mesure. C'est un exercice qui se déroule sur 6 heures, mais qui en réalité couvre une semaine, avec l'évolution de l'événement, de son apparition à un niveau jaune, jusqu'à, au moment où je vous parle, je ne sais pas où ça va s'arrêter, puisque, comme je vous dis, on découvre le scénario au fur et à mesure, avec des événements qui interfèrent. Le scénario n'inclut pas seulement l'événement climatique, mais peut dire, tiens, il y a des gens qui sont sur un bateau qui refusent de sortir, des renforts de militaires, des renforts de pompiers venant de Guadeloupe, de Martinique, tout ça commence à s'organiser et on gère ça en temps réel, enfin pas tout à fait en temps réel, comme si l'exercice portait sur un événement en temps réel. Des observateurs étaient présents dans la salle. L'ensemble de cet entraînement sera analysé afin que les services soient les mieux préparés à l'arrivée d'un ouragan. En début de semaine, les élèves de terminale ont débuté le marathon du baccalauréat. Première épreuve écrite, la philosophie, de nouveau programmée en juin depuis cette année. 7h30, les élèves du lycée s'apprêtent à débuter leur épreuve de philosophie. Ils ont le choix entre 2 sujets de dissertation et un commentaire de texte. Un examen d'une durée de 4 heures que chacun appréhende à sa manière. J'ai un peu pas mal révisé quand même beaucoup de notions. Après, il y a certaines notions qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Donc on croise les doigts pour pas que ça tombe dessus. Je révisais le matin et l'après-midi, j'allais marcher ou bien faire un truc, une activité pour me relâcher un peu. Je me sens un petit peu stressée, c'est vrai, mais je pense que ça va bien se passer. On a bien révisé tout au long de l'année, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La raison, l'égalité, la justice ou bien la morale, ce sont les grands thèmes de cette année. Des sujets qui permettent de laisser libre cours à la pensée de chacun. En ce qui concerne les séries générales, c'est des sujets plutôt classiques, mais qui comportaient quand même une difficulté réelle, notamment sur la précision des concepts à mobiliser. Pour hésiter entre le sujet 1 et le 2, je trouvais qu'on pouvait justement discuter la quotidienneté de la phrase, au sens où on ne cesse d'entendre aujourd'hui « j'ai raison, tel individu a raison », mais le pourquoi de la raison, en fait, s'intéresser à chercher les raisons qui rendent raison de mes raisons. 2h30 d'épreuves plus tard, les premiers sont déjà sortis. Enthousiasme, surprise et déception,
place au débriefing des élèves. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu des sujets, on va dire, pas tellement compliqués. Les 3 sujets, j'ai un peu contemplé tout, mais à la fin, j'ai choisi sujet 2. Le sujet 1 qui était « Puis-je savoir si j'ai raison ?» J'ai choisi le sujet numéro 1. Je connaissais des références philosophiques, je connaissais des philosophes. Toute la semaine, les élèves de terminale ont planché sur le baccalauréat. Rendez-vous le 8 juillet pour découvrir leurs résultats. Ce mardi marquait le 84e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Un appel à la résistance lancé de Londres le 18 juin 1940 qui marque le début du mouvement de la France libre. Mardi en fin d'après-midi, la préfecture, la collectivité mais également l'association des anciens combattants de Saint-Martin se sont réunis devant le monument aux morts à la collectivité. Un hommage a été rendu. Et d'histoire, il en était question dimanche dernier. Christophe Enoch a offert un véritable voyage dans le temps à la centaine de visiteurs à l'occasion des journées de l'archéologie. Sur le parking de Bérouge, il a livré quelques fragments de cette histoire des premiers habitants de Saint-Martin. Reportage. C'est ici, sur ce parking, que les derniers Arawaks de la tribu des Taïnos auraient vécu. Des fouilles réalisées en 1994 ont daté ce site archéologique entre 1350 et 1600 après Jésus-Christ, et donc après la découverte de l'île par les colons espagnols. À Bérouge, les objets qu'on retrouve, ce sont des objets en céramique. Ici, vous avez une assiette. C'est une assiette qui est de la taille des assiettes que vous avez à la maison. C'est une des seules assiettes comme ça, plate, qui ressemble un peu à une assiette de forme européenne. Donc on revient aussi à des possibilités de contact avec des gens qui étaient ici, avec des Européens. Donc une assiette demi-creuse, on va dire, en céramique. Et puis, les décors qu'on trouve sur les céramiques en archéologie, c'est vraiment ce qui nous permet d'attribuer le site archéologique à une certaine culture. Parce que, en fait, au fil de la chronologie et du temps, les décors sur céramique évoluent, changent. Et ici, pour Bérouge, on a des décors typiques de ces pré-taïnos, de ceux qui ont rencontré les colons dans les Grandes Antilles. Un site archéologique menacé par l'érosion dans les années 2000 et qui avait été recouvert de gravier sur une épaisseur de 30 cm. Mais 20 ans plus tard, les graviers ont pratiquement disparu et dans les traces laissées par l'érosion, on retrouve des vestiges. Ici, on est sur le parking de Bérouge. Je vous ai montré 1 ou 2 fragments d'outils et celui-ci, il est quasiment entier. Et vous voyez qu'ici, il y a un bord coupant et ici, un morceau pointu. Alors, le morceau pointu, en fait, on coupait une branche avec une partie droite et un nœud dans la branche. Et dans le nœud, on enfonçait la partie pointue, on attachait ça avec des fils végétaux et aussi avec de la colle végétale, de la résine. Et avec ça, on peut travailler du bois dans ce sens-là, comme une herminette. On peut aussi creuser la terre. Ce sont des outils qui datent d'il y a 424 ans. Si l'on retrouve à Bérouge les vestiges des derniers Arawaks, à quelques centaines de mètres aux abords du trou de David, ce sont de très anciens vestiges qui ont été retrouvés. On observe en fait près du trou David des reliquats d'une ancienne dune de sable. Vous voyez tout ce lagon ici en fait était recouvert de sable à une époque et il y avait une dune de sable qui montait vers cette villa et vers nous, dans laquelle on trouve en coupe dans le sable des niveaux, il y a des coquillages, il y a des palourdes, il y a du charbon qui prouvent qu'il y a eu une occupation humaine. On a récupéré certains éléments de charbon et de coquillages qu'on a datés ici entre 1800 et 2200 avant Jésus-Christ. Il faut savoir que ces dates-là, de 3350 avant Jésus-Christ pour des sites de peuplement humain dans les petites Antilles, il n'y en a aucun. Il n'y a qu'à Saint-Martin qu'on a retrouvé un site aussi ancien. Et si cette visite a permis à la centaine de participants de découvrir l'histoire des premiers habitants de Saint-Martin, elle permet également de mettre en lumière le patrimoine de l'île et l'importance de le sauvegarder. Et en fin de JT, dans l'entretien de la semaine, nous recevons Christophe Enoch, avec qui nous allons parler archéologie.
Et aujourd'hui, on fête la musique. Cette année, la collectivité n'a pas organisé d'événements, mais de nombreux lieux festifs de l'île proposent des soirées sur cette thématique. Et la musique, il en sera question ce dimanche au Coco Beach à la baie orientale. L'école de musique Musicamine et Pianissimo organisent un concert de fin d'année gratuit. Et maintenant du sport. Le jeune prodige saint-martinois des sports nautiques s'envole dans 2 semaines pour les championnats du monde de kitevaig, kitefoil freestyle et de wingfoil freestyle. Nous l'avons rencontré avant son départ. Portrait. Une voile, une planche et la mer. Qu'importe la discipline, Théo Demanez est tout simplement à l'aise sur l'eau. Il n'a que 6 ans lorsqu'il teste le kitesurf pour la première fois, au club de ses parents, à la baie orientale. Un terrain de jeu qu'il apprécie toujours autant, et sur lequel il continue à s'entraîner. Ça va tranquille, la forme? Ça va mec? Ça va et toi? Yes, super. Alors là du coup on a Win Adventure, c'est l'école de voile de mon père. Et c'est un peu mon spot, mon repère où je viens kiter tous les jours et où je m'entraîne au quotidien. C'est ici que ça a commencé, c'est ici que j'ai débuté le kite, la planche à voile, la wing, le foil, un peu tous les sports. Être un sportif professionnel demande de la discipline et surtout un soutien constant. Depuis ses débuts, il a pu compter sur la présence de ses parents. Il a été d'abord autodidacte, il a tout appris tout seul. Il a commencé le kite tout seul à 8 ans. On a juste fait un cours. Au bout d'un cours, il commençait à naviguer. Il s'est entraîné tout seul, il a persévéré, il a inventé des nouvelles figures. Il a été vite repéré. Donc voilà, on était fiers de ça et on l'a laissé partir dans cette voie-là. Pour lui, les sports nautiques représentent une quête incessante de liberté. Ce que j'aime avant tout, c'est la liberté que ça procure. Tu peux te déplacer sur l'eau, tu peux faire des figures, tu peux naviguer, rider dans les vagues. Tu as tellement de possibilités en fin de compte que c'est juste un super moyen d'externaliser. Tu es toujours dans des conditions différentes. Aucune session se ressemble et c'est ça qui est plaisant en fin de compte. Véritable passionné des sports de glisse, il a testé dès leur début bon nombre de disciplines. C'est la diversité qui m'attire, c'est le fait d'avoir grandi sur Saint-Martin. C'est une île en termes de conditions qui est très diversifiée, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 semaines de swell non-stop de vagues ou 2 semaines de vent non-stop, mais on ne va jamais avoir tous les jours un peu tout type de conditions. Donc pour moi, il faut savoir s'adapter à ces conditions-là si on veut passer du temps à l'eau au maximum, maximiser sa progression. Et c'est ce que j'ai toujours fait ici, j'ai toujours jonglé entre 6-7 différents sports nautiques. Comme chaque matin, Théo vérifie les conditions. Et même si le vent est faible et la mer plutôt calme, il va s'entraîner. Alors là du coup, petite session de kite, c'est pas très fort le vent, mais on va y aller en kite foil, donc ça devrait le faire. Et ouais, on va s'entraîner un peu, des belles conditions. La mer est belle, c'est parti. Pour compléter ses entraînements en mer, il se rend 4 à 5 fois par semaine dans une salle de crossfit. Je viens au crossfit presque quotidiennement pendant la semaine pour m'entraîner et ça devient complémentaire un peu au sport que je pratique. Donc c'est assez important de s'entretenir en termes de cardio, de gainage, d'explosivité, d'haltéro. Enfin, il y a pas mal de facteurs au crossfit qui est une discipline très complète. C'est à seulement 16 ans que Théo débute la compétition internationale en kitesurf sur les championnats du monde. Depuis 2 ans, il est revenu sur le circuit et cette année, il sera présent sur 10 compétitions. Il est l'un des meilleurs Français en kite de vague et en kitefoil freestyle. La compétition, c'est quelque chose qui m'attire très franchement parce que j'aime le challenge, se confronter à d'autres riders, se confronter à soi-même parce qu'au final, c'est les performances qu'on exprime sur l'eau qui vont déterminer si on peut faire quelque chose ou non. Donc au final, c'est ce challenge-là qui m'intéresse énormément et qui me pousse à me surpasser au quotidien. Mes objectifs sur l'année, c'est de réussir à être le plus performant sur l'année, essayer d'être régulier, avoir des bons résultats et au classement général sur les championnats du monde, avoir un bon positionnement. Maintenant, chaque étape est tellement différente qu'il faut cibler étape par étape et se focaliser sur ses points forts, travailler ses points faibles et réussir un peu à se surpasser à ce niveau-là pour espérer faire les meilleurs résultats possibles. C'est des compétitions, on a extrêmement de concurrence, le niveau est très élevé. Dans quelques semaines, Théo quittera son île natale pour plusieurs mois. L'Allemagne, le Maroc et le Brésil font partie de ses prochaines destinations.
Sport toujours, dès ce soir, les premières finales des championnats du territoire démarrent sur le stade Telbert-Carty de Quartier d'Orléans, avec les U17 à 20h, puis la finale U13 demain à 15h, suivie de la finale U15 à 16h45. Dimanche, ce seront les demi-finales de la Coupe de la Ligue U20 à 16h puis 18h. Et la finale U20 aura lieu le mardi 25 juin à 20h. Moment marquant pour nous à Saint-Martin, cet après-midi, la France affrontait les Pays-Bas à l'Euro 2024. Un match suivi dans les bars de Lille, match nul contre nos voisins pour le deuxième match de la France. Notre journal touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous car tout de suite, c'est l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Christophe Enoch. Il est archéologue chargé de mission scientifique à la collectivité. Avec lui, nous parlerons d'un sujet passionnant, l'archéologie et l'histoire des premiers habitants de Saint-Martin. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur YoTV. Passez un bon week-end.